Dans cette vidéo, on va parler d'ensemble dénombrable et d'ensemble non dénombrable. Alors c'est un sujet particulièrement intéressant qui intéresse d'ailleurs au-delà des seules mathématiques. Ça intéresse par exemple les philosophes ou autres. Alors qu'est-ce que c'est? Définition 7, un ensemble est dit dénombrable s'il est équipotent à grand N. Ça veut dire quoi? Équipotent, ça veut dire en bijection. Donc un ensemble est dit dénombrable s'il est en bijection avec grand N. Un ensemble est dit O plus dénombrable, donc cette expression de O plus dénombrable, on l'utilisera peut-être même plus souvent que dénombrable. Donc O plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable. Je reviendrai sur cette phrase après. Exemple 3, grand N est donc bien évidemment un ensemble dénombrable. Évidemment, l'application identité, c'est une bijection de grand N dans grand N. On peut montrer que n carré z et q sont également des ensembles dénombrables. Je vous ai exhibé ici une manière de construire une bijection de grand N dans grand Z. J'envoie 0 sur 0, puis 1 sur 1, 2 sur moins 1, 3 sur 2, 4 sur moins 2, et ainsi de suite. À chaque fois, vous prenez le premier entier positif qui n'a pas été encore atteint, ou le plus grand entier négatif qui n'a pas encore été atteint. Donc là, vous comprenez, 5 qui sera envoyé sur 3, 6 sur moins 3, 7 sur 4, 8 sur moins 4, et ainsi de suite. On a vu que tout ensemble en bijection avec un ensemble infini est également infini. Or, n est un ensemble infini, donc si on a un ensemble dénombrable, il est en bijection avec grand N, c'est-à-dire en bijection avec un ensemble infini, donc il est lui-même infini. Du coup, ici, cette phrase, vous comprenez bien que quand j'ai dit qu'un ensemble est dit O plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable, ce OU, c'est bien, du coup, c'est un OU exclusif, puisque dénombrable implique infini. Donc on pourrait dire qu'un ensemble est O plus dénombrable s'il est soit fini, soit dénombrable. Exercice 6, montrer qu'un ensemble F équipotent à un ensemble dénombrable E est dénombrable. Inversement, s'il est équipotent à un ensemble non dénombrable, il est lui-même non dénombrable. Donc on suppose que F est en bijection avec E et que E est en bijection avec grand N. Donc on a une bijection qui existe de grand F dans grand E, une autre de grand E dans grand N. En composant ces deux bijections, on obtiendrait du coup, vous comprenez bien, une bijection de grand F dans grand N. Donc on a bien démontré que dans ce cas-là, F est dénombrable. Bon, le résultat de cette première question, c'est tout simplement que on a démontré que quand on a deux ensembles en bijection, si l'un est dénombrable, alors l'autre aussi. Du coup, la contraposée nous dit que si l'un est non dénombrable, alors l'autre aussi. Concrètement, donc juste une remarque pour que ça paraisse un peu plus concret, ce que c'est un ensemble dénombrable, ça voudrait dire que cet ensemble s'écrit sous la forme xn avec n dans grand N. Autrement dit qu'on peut indexer tous les éléments de l'ensemble par un antinaturel où les éléments sont 2 à 2 distincts. Donc pourquoi 2 à 2 distincts? Parce que ici, quand je dis que les éléments de l'ensemble E, je les appelle xn, je viens d'exhiber une suite, c'est bien que je viens de construire une application de grand N dans grand E. L'application qui envoie 0 sur x0, 1 sur x1, 2 sur x2, 3 sur x3, et ainsi de suite. Et cette application, si E est égal à l'ensemble de tous les xn, vous comprenez que par construction même, cette application est surjective. Et donc, pour qu'elle soit bijective, il faut qu'elle soit injective, et injective, ça veut dire que les éléments doivent être 2 à 2 distincts. Bon. Dire qu'un ensemble E est au plus dénombrable, on pourrait montrer que ça revient à dire qu'il s'écrit sous cette forme-là, sans préciser cette fois que les éléments soient 2 à 2 distincts, parce que je peux très bien avoir les éléments ici qui ne soient pas 2 à 2 distincts, et du coup me retrouver avec un ensemble fini. Donc un ensemble dénombrable, il s'écrit sous cette forme-là, avec les éléments 2 à 2 distincts, un ensemble O plus dénombrable sous cette forme-là, sans plus d'hypothèse. Cependant, tout ensemble infini n'est pas nécessairement dénombrable. On peut ainsi démontrer, on va le faire à la page suivante, que R est un ensemble non dénombrable. Avant d'arriver au théorème central qui est le théorème de Cantor, on peut énoncer une proposition qui dit qu'il y a équivalence entre ces trois points. E est O plus dénombrable, E est en bijection avec une partie de grand N, et il existe une injection, donc une application injective de grand E dans grand N. Remarque 15, on déduit que les parties de grand N
Donc les parties de grand N, elles vérifient bien, elles satisfont bien, elles satisfont de manière évidente le point 2, une partie de grand N est en bijection avec une partie de grand N. Donc on vient de démontrer que du coup les parties de grand N sont nécessairement au plus dénombrables, c'est-à-dire elles sont soit finies, soit dénombrables. Donc ici j'ai donné des exemples, l'ensemble des nombres pairs, l'ensemble des nombres impairs, l'ensemble des nombres premiers. Du coup ce sont bien des parties de grand N. Du coup elles sont bien soit finies, soit dénombrables, et on sait démontrer qu'elles ne sont pas finies. Donc elles sont dénombrables. Donc au passage, on vient de démontrer quelque chose qui n'est pas anodin, on vient de démontrer que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble dénombrable. Théorème de Cantor, donc ça c'est un théorème qui est particulièrement intéressant, qui dit que l'ensemble E n'est jamais en bijection avec l'ensemble P de E, l'ensemble de toutes ses parties. Dans le cas où E est un ensemble fini, la démonstration est particulièrement simple, puisque si on notait n le cardinal de E, on sait que le cardinal de P de E, ça serait 2 puissance n, on l'a démontré dans ce chapitre, dans la partie 1 de ce chapitre. Or, on peut prouver par récurrence, c'est très facile, que 2 puissance n est strictement plus grand que n, on l'avait fait en début d'année. Ainsi, le cardinal de E et le cardinal de P de E sont différents. Donc E et P de E ne peuvent pas être en bijection, puisque s'ils étaient en bijection, si deux ensembles finis sont en bijection, alors ils ont même cardinal. Bon, cette démonstration, on est bien d'accord, elle ne marche que dans le cas d'un ensemble fini. On va voir un peu plus bas la démonstration dans le cas d'un ensemble quelconque. Donc l'application dit le théorème dit qu'il n'existe aucune bijection de E dans P de E. Je vous fais juste remarquer qu'il existe au moins une injection de E dans P de E. C'est tout simplement l'application qui, à un élément x, associe le singleton x. Elle est bien injective, puisque si j'ai deux images identiques, si x et y me donnent deux images identiques, ça veut dire que le singleton x et le singleton y sont égaux. Donc si ces deux ensembles sont égaux, ça veut dire que forcément x et y sont égaux. Pour démontrer le théorème de Cantor, dans le cas général, il suffira donc de prouver qu'il n'existe aucune surjection de grand E dans P de E. Donc des injections, on a vu qu'il en existait. Et en fait, on va démontrer qu'il n'existe aucune surjection. Cette démonstration repose effectivement sur le même argument que le paradoxe de Russell ou le paradoxe de Barbier dont on avait parlé en début d'année. Donc on prend f une application de E dans P de E quelconque, et on va construire un élément D de P de E, donc une partie de E, et on va démontrer que cette partie de E n'admet pas d'antécédent. Donc cette partie c'est quoi? On construit le sous-ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à leur image par f. Donc l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à leur image par f. C'est bien ce que j'ai écrit, ce que j'ai retranscrit ici. X n'appartient pas à f de x, il ne faut pas être choqué par cette écriture. X c'est quoi? C'est un élément de E. F de x c'est quoi? C'est un élément de P de E, donc c'est une partie de E. Donc x c'est un élément, f de x c'est une partie. Donc on a bien le droit de dire si cet élément appartient ou n'appartient pas à f de x. On va démontrer par l'absurde que D n'a pas d'antécédent par f. Donc on suppose qu'il existe un x tel que D égale f de x. Et on va voir que c'est absurde. Pourquoi? Parce que déjà si x appartient à D, ça veut dire que cette assertion est satisfaite. Ça veut dire que x n'appartient pas à f de x. Et f de x c'est quoi? C'est D. Donc ça voudrait dire que x n'appartient pas à D. J'ai montré que si x est dans D, x n'appartient pas à D. Inversement, si x n'appartient pas à D, s'il n'appartient pas, ça veut dire que cette assertion n'est pas satisfaite. Ça veut dire que x appartient à f de x, ça veut dire que x est dans D. Donc dans les deux cas, vous voyez on tombe sur une absurdité. Donc ça veut dire que cette partie D n'admet pas d'antécédent, et donc on a bien démontré qu'il n'existe pas de surjection de E dans P de E. Vous voyez aussi que ça c'est exactement le même type de raisonnement que je vous avais donné dans le paradoxe de Russell ou dans le paradoxe du Barbier. L'ensemble P de n, par exemple, n'est pas en bijection avec grand N, ainsi l'ensemble P de n n'est pas dénombrable. Définition 8, on dit qu'un ensemble E a la puissance de continu s'il est équipotent à R, c'est-à-dire s'il est en bijection avec R. Et comme R est infini et non dénombrable, on en déduit que tout ensemble ayant la puissance du continu est lui-même infini et non dénombrable.